Monsieur le Président d'Elnet, cher Pierre Dassas, merci pour vos mots trop aimables à mon endroit, qui me touchent beaucoup. Monsieur le Directeur exécutif, cher Arié Bensemoun, où est Arié? Cher Arié, c'est un plaisir de te revoir ce soir. Monsieur l'envoyé spécial, messieurs les députés, monsieur le sénateur, je crois que tu es le seul sénateur, Philippe, j'espère que je ne fais pas d'erreur, je n'en vois pas d'autres dans la salle, et surtout, chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir. Je crois que c'est la deuxième fois que je participe à ce dîner d'Elnet. Je le fais, vous le savez tous, par amitié pour Israël. Ami d'Israël, je suis. Ami d'Israël, je reste, dans les moments faciles comme dans les moments difficiles. Vous avez traité pendant près de 2 jours la question de la sécurité. Alors, je n'aurai pas la prétention d'apporter des lumières décisives sur un sujet aussi sensible. Je voudrais simplement vous faire part de 3 convictions sur ce sujet majeur que je vous remercie d'avoir mis à l'ordre du jour de vos débats. Qu'est-ce que c'est que la sécurité au XXIe siècle, à la fois pour Israël et pour les États européens, dont la France? La sécurité, c'est d'abord la sécurité physique, la sécurité des biens, la sécurité des personnes. On l'oublie trop souvent dans nos pays qui sont habitués à la paix, mais la paix n'est hélas, dans le monde actuel comme dans le monde passé, qu'un état transitoire, et la responsabilité des politiques, la responsabilité des gouvernements, c'est de garantir la sécurité physique des biens et des personnes. C'est même le premier des droits de l'homme, la sécurité, parce qu'il n'y a pas de vie possible, il n'y a pas de développement possible sans cette sécurité. Et je veux redire à quel point la sécurité de l'État d'Israël est vitale pour la France. Il n'y a pas de négociation possible sur la sécurité d'Israël. Et le président de la République, qui devrait se rendre en Israël prochainement, aura l'occasion de le rappeler, comme il l'a déjà fait à plusieurs reprises et comme l'ont fait tous ses prédécesseurs. La France se tiendra toujours aux côtés d'Israël pour garantir sa sécurité. Nous n'oublions pas non plus que Israël vit dans un contexte géopolitique très particulier, avec des voisins, dont un en particulier, l'Iran, qui garde dans sa constitution l'objectif de la destruction de l'État d'Israël. Et je pense qu'il est bon de le rappeler dans un temps où tout s'efface, où tout passe, où tout s'oublie. Il y a des écrits qui restent. Et je n'oublie pas qu'un des articles de la Constitution de l'Iran veut la destruction de l'État d'Israël. Ça crée un environnement géopolitique très particulier pour Israël qui justifie et qui nécessite que les amis d'Israël soient rassemblés, forts, capables de critiquer quand il faut critiquer, mais toujours présents dans les moments qui sont les moments les plus difficiles. La sécurité physique des biens et des personnes, elle vaut aussi pour l'Europe, qui est en train de réaliser une chose cruelle, que la chute du mur de Berlin et la fin des 2 blocs n'a pas apporté plus de sécurité. Peut-être moins de menaces de destruction radicale, mais pas forcément plus de sécurité. Car par des effets de chaîne successifs, la chute du mur a aussi entraîné beaucoup d'instabilité aux frontières de l'Europe. Elle a rebattu des cartes et elle a créé des menaces nouvelles auxquelles l'Europe n'était pas nécessairement préparée. Je pense en particulier à la menace terroriste et à la menace islamiste. Et je rejoins entièrement ce qui a été dit par le président d'Elnet. Dans ce cadre-là, il faut que nous regardions lucidement ce qui peut garantir notre sécurité à nous, Français, à nous, Européens. Alors j'entends tous ceux qui poussent des cris d'orfraie parce que le président de la République a eu l'immense mérite, à mes yeux, de mettre les points sur les i et de dire que l'OTAN était en état de mort cérébrale.
Et là, tout le monde s'exclamait « Mais non, l'OTAN c'est formidable, l'OTAN est la meilleure des alliances, l'OTAN est solide, l'OTAN est précieuse. » Mais peut-être faut-il se donner le temps de réfléchir, d'écouter ce qu'a dit le président de la République et de regarder la réalité derrière. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance dans laquelle le principal de nos alliés, les États-Unis, ont désormais fait vœu d'isolationnisme et disent « Votre sécurité n'est pas notre problème, c'est le vôtre ». Qu'est-ce qu'une alliance dans laquelle le premier de nos alliés, les États-Unis, inflige des sanctions économiques parfois très lourdes à leurs alliés européens? Ça fait des semaines que j'essaye de négocier, dans le cadre du conflit Boeing-Airbus, une entente avec les États-Unis. Je me suis rendu à plusieurs reprises à Washington. J'ai rencontré à plusieurs reprises le négociateur américain Bob Lighthizer, mon homologue américain Steven Mnuchin, avec lequel, par ailleurs, j'ai une excellente relation personnelle. Nous avons également, avec le président de la République, rencontré à plusieurs reprises le président Trump pour lui dire « Mais trouvons un accord. Pourquoi infliger des sanctions aux Européens et en premier lieu à la France, alors que nous sommes alliés? Et quand il s'agit d'un différend sur les avions, Boeing, Airbus, pourquoi aller frapper les viticulteurs? Qu'est-ce que les viticulteurs ont à faire avec le différend entre Boeing et Airbus? Tout cela est injuste, tout cela est inéquitable, et tout cela n'est pas digne du comportement d'un allié. Allons encore plus loin sur l'OTAN et regardons le comportement de la Turquie. La Turquie attaque les Kurdes et déstabilise la Syrie. Est-ce que c'est vraiment conforme à ce qu'on peut attendre d'un membre de la même alliance militaire que la nôtre? Enfin, si on s'interdit de penser cela et de regarder les conséquences que cela comporte, dans ce cas-là, ne soyons pas responsables politiques. Contentons-nous de répéter bêtement et d'annoncer des dogmes tout faits sans essayer de penser l'avenir. Mais notre responsabilité, c'est de penser l'avenir et de se dire « oui, effectivement, nous avons, en toute franchise, une difficulté actuelle dans le fonctionnement de l'Alliance atlantique. Entre l'isolationnisme des États-Unis et les choix stratégiques de la Turquie, qui sont une menace pour nous, il y a de quoi poser au moins les questions que le président de la République a légitimement posées. Quelle est la réponse à ces défis de sécurité physique des biens et des personnes? C'est évidemment être capable, vous l'avez dit, Monsieur le Président, et je partage entièrement ce que vous avez dit, de regarder s'il n'y a pas aussi d'autres partenaires avec lesquels nous pouvons construire quelque chose. Le président de la République a fait le choix de tendre la main à Vladimir Poutine, de tendre la main à la Russie. Nous avons eu de très longues discussions avec le président Poutine au cours des derniers mois. Je pense que ce choix est un bon choix. Je pense que c'est un choix courageux qui doit s'inscrire dans la durée, mais il est évident que renvoyer la Russie en dehors de l'espace européen pour les faire tomber dans les bras de la Chine serait tout simplement une erreur historique. Et que le gaullisme qui voulait le rassemblement de l'Europe et de la Russie avait vu juste, oui, nous devons tendre la main à la Russie. Ça ne veut pas dire effacer tous les torts de la Russie. Ça ne veut pas dire tirer un trait sur des choix que nous pouvons contester, par exemple sur l'Ukraine. Ça veut dire simplement que l'Europe et la Russie auront nécessairement, au XXIe siècle, parties liées et qu'il vaut mieux être les premiers à tendre la main plutôt que de se la voir forcer d'ici quelques années. L'autre réponse est évidemment celle de la défense européenne. Il est temps de rassembler encore davantage nos forces, d'avoir des équipements militaires conjoints comme ceux sur lesquels nous travaillons avec l'Allemagne et d'envisager à terme une armée européenne qui puisse garantir notre sécurité. Le deuxième volet de la sécurité, à mes yeux, celui qui est peut-être le plus essentiel aujourd'hui et sans lequel le premier n'a pas d'efficacité, c'est la sécurité technologique. C'est un des enjeux clés du XXIe siècle, sur lequel Israël est particulièrement bien positionné et sur lequel nous sommes décidés, avec le président de la République, avec cette majorité, à investir massivement. J'entends tous ceux qui me disent « il faut de la souveraineté politique ». Et ils n'ont que ce mot à la bouche, souveraineté politique, souveraineté politique, souveraineté politique. Je voudrais juste leur faire comprendre
qu'il n'y a plus de souveraineté politique sans souveraineté technologique. Une souveraineté politique. Si vos voitures sont guidées par Google, que les batteries électriques à l'intérieur sont chinoises et que le système d'observation satellitaire est américain, elle ne vaut rien. La souveraineté politique, si toutes les données des citoyens français qui sont ici atterrissent directement de l'autre côté de l'Atlantique pour contrôler nos entreprises et contrôler nos choix personnels, elle ne vaut rien. Une souveraineté politique dans laquelle vos choix politiques seraient guidés demain par des géants du digital américains parce que nous n'aurions pas été capables de construire nos propres systèmes de souveraineté et nos propres clouds souverains, elle ne vaut rien. Donc la souveraineté politique est désormais directement indexée sur la souveraineté technologique. Et nous avons du retard. Et il vaut mieux avoir la lucidité de dire haut et fort, l'Europe a pris du retard dans ce domaine. Et elle doit le rattraper de toute urgence. Il n'y a rien de plus important que d'investir dans l'innovation, la souveraineté technologique, les technologies de rupture pour garantir aux Français leur souveraineté politique. Et ça n'est pas des grands mots. Ce sont des réalités qui peuvent vous affecter demain, directement. Le jour où vos données de santé seront diffusées à vos assureurs, américains ou européens, et qu'on viendra vous expliquer, chère madame, vous avez 25 ans, mais grâce au décryptage du génome humain, nous savons que vous allez développer un cancer à 45 ans. Donc vous risquez de mourir très tôt. Donc votre prime d'assurance va être 10 fois plus élevée que celle de votre voisine qui a aussi 25 ans, mais dont nous avons les données de santé et elle se porte très bien. Elle n'a pas d'antécédent de cancer dans sa famille et on a décrypté son génome. Elle n'a aucun risque d'avoir un cancer du sein à 47 ans. Eh bien, cette société-là, nous n'en voulons pas. Donc nous devons investir massivement pour maîtriser l'intelligence artificielle, pour construire un cloud souverain et pour être indépendants technologiquement. Quand je dis que nous avons du retard à rattraper, je vous recommande le voyage que nous avons fait avec le président de la République en Chine il y a quelques jours. La Chine représente aujourd'hui près de la moitié des investissements en intelligence artificielle de la planète. La reconnaissance faciale s'y développe à vitesse grand V. Le contrôle de la société par les données s'y développe à vitesse grand V. Et la Chine est en passe de devenir le géant de l'intelligence artificielle au XXIe siècle, comme les États-Unis ont été le géant du digital au XXe. À nous de réagir pour ne pas, demain, voir notre souveraineté affectée. C'est d'ailleurs les décisions que nous avons prises avec cette majorité. Je veux en remercier les députés de la majorité qui sont présents ici, remercier le député de Paris, Sylvain Maillard. Nous sommes en train de vendre la Française des Jeux. Ça a fait couler beaucoup d'encre que nous fassions cette opération. Et on nous dit, mais vous êtes en train de vendre les bijoux de famille. Mais absolument pas. Simplement, nous estimons qu'il vaut mieux qu'un opérateur privé s'occupe des jeux de hasard. Je ne vois pas pourquoi l'État s'occuperait des jeux de hasard. Récupérer l'argent et investir l'intégralité de cet argent dans la recherche, l'innovation et la capacité à développer des nouvelles technologies. Un dernier exemple sur la sécurité technologique, c'est celui de la monnaie. Là aussi, regardez les choix qui sont devant nous. Je m'oppose à Libra, la monnaie digitale de Facebook. J'ai réussi à rassembler les 27 autres États membres de l'Union européenne autour de cette opposition au développement de Libra. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que Facebook ait demain la même puissance qu'un État souverain sur notre monnaie. Or, le projet de Libra, comment est-ce qu'il fonctionne? On me dit c'est une monnaie libre, une monnaie fluide, ça va être absolument formidable, ça n'aura aucune incidence sur la souveraineté des États. Ce n'est pas vrai. Libra sera une monnaie digitale adossée au dollar et adossée à l'euro. Et nous partageons avec l'administration Trump la même idée sur ce sujet. C'est que nous ne voulons pas que demain, Facebook, avec ses 2,4 milliards de consommateurs, se disent « tiens, je vais changer le panier de monnaie, je vais mettre un peu moins de dollars et je vais mettre un peu plus d'euros ». Du coup, la valeur de l'euro va monter, va rendre nos exportations plus difficiles. Une décision de Facebook
aurait donc plus d'importance qu'une décision souveraine de la Banque centrale européenne. Nous refusons qu'une entreprise privée ait plus de puissance que les États et que notre Banque centrale européenne, qui doit être seule à faire la politique monétaire de l'euro. Enfin, la sécurité, pardon d'être un peu long, mais c'est un sujet majeur, ce n'est pas simplement la sécurité physique des biens et des personnes. Ce n'est pas simplement la sécurité technologique. C'est la sécurité culturelle. La sécurité culturelle, c'est elle qui garantit en réalité la sécurité des biens et des personnes. Il n'y a pas de sécurité culturelle quand un citoyen français de confession juive est menacé d'actes antisémites à chaque fois qu'il se promène dans la rue. Il n'y a pas de sécurité culturelle quand on commence à remettre en cause la réalité de la Shoah. Il n'y a pas de sécurité culturelle quand on a oublié sa mémoire et quand on a oublié les tragédies du XXe siècle, au premier rang desquelles la Shoah. Cette sécurité culturelle, elle est contestée aujourd'hui. Quand je vois la place qu'a pris l'islam politique dans notre pays, que je combats avec la dernière fermeté depuis des années et des années, en employant toujours ce terme-là d'islam politique, un islam qui veut imposer ses lois religieuses à la place des lois de la République, et qui, dans le même temps, entraîne dans la confusion l'ensemble de nos compatriotes de confession musulmane qui n'aspirent qu'à une seule chose, vivre et exprimer librement et dignement leur foi, cet islam politique doit être combattu avec détermination, avec lucidité, avec fermeté, sans jamais faire le jeu de ceux qui, sous couvert d'islamophobie, veulent excuser des actes ou des paroles inacceptables. Nous le devons d'autant plus que nous portons, nous Français, dans notre histoire, le drame de la complicité avec l'occupant. Cette complicité que le président de la République, Jacques Chirac, a été le premier à reconnaître en 1995. Et j'invite tous ceux qui auraient, dans notre pays, oublié ce qu'a été la complicité de l'État français, à se rendre au mémorial de la Shoah, ici, à Paris, et à voir le statut des Juifs annoté du crayon de la main du maréchal Pétain pour en durcir les conditions. Je les invite à lire le télégramme qu'un dignitaire nazi a envoyé à Berlin pour dire qu'il avait proposé qu'on ne déporte que les Juifs majeurs et que c'est Pierre Laval lui-même qui avait inscrit au stylo « Vous pouvez aussi déporter les enfants ». J'invite chacun à se souvenir de cela et en tirer une responsabilité particulière en termes de sécurité culturelle pour tous nos compatriotes de religion juive. C'est le passé qui nous oblige et c'est la société que nous voulons construire ici en France qui doit nous y inviter. Voilà les quelques réflexions que je voulais vous livrer ce soir. Je veux vous redire, sur une note plus légère, quel point je suis heureux de retrouver mes amis ce soir, de toute confession, de toute origine, mais rassemblés simplement autour du goût de l'amitié, du respect de l'attachement à Israël et de la volonté que la France reste un peuple et une nation de raison. Je terminerai par là parce que c'est à mes yeux un des combats les plus importants. Nous vivons dans un temps où la vérité compte assez peu, où l'opinion l'emporte, où le buzz est parfois plus visible que la réflexion de fond. Il y a un combat à livrer, un combat essentiel qui est fidèle à l'héritage des Lumières, fidèle à l'héritage historique de la France. C'est de garantir à nos compatriotes que la raison l'emportera toujours
sur les patients, le respect sur la haine et l'amitié sur la désaffection et les conflits entre les peuples. Merci à tous.